Xavier Hofer, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je vous représente rapidement, nos auditeurs vous connaissent, vous êtes criminologue, directeur de collection au CNRS, et auteur de nombreux ouvrages consacrés à la criminalité et au terrorisme. Alors ce qui s'est passé ce week-end, c'est peut-être pas du terrorisme, en revanche de la criminalité probablement. Adèle Rosner l'a rappelé dans son bulletin d'actualité, on décompte 2 morts, un policier a été plongé dans le coma et tout ça, eh bien, ça en valait bien la peine puisqu'il s'agissait de fêter une victoire sportive, celle du PSG en Ligue des Champions. Alors comment en est-on arrivé là? On va essayer de comprendre cela et puis ensuite peut-être, pourquoi pas, de nommer les responsables de ce qui est un véritable carnage. Aujourd'hui, il suffit, je pense, de se balader dans les villes. Chers auditeurs, si vous habitez Paris, vous avez dû croiser des voitures brûlées, des poubelles renversées, des vitrines saccagées. Donc voilà, comment en est-on arrivé là? Qui doit-on tenir pour responsable? Comment faire pour en sortir? Xavier Hofer, on espère que vous allez avoir une réponse à toutes ces questions. Je suis accompagnée de Maëlys Clausel pour cet entretien. Commençons par vous demander votre avis un point de vue assez général sur ce qu'il s'est passé donc ce week-end. Je pense que tout d'abord, pour qu'on assoie tout ce qu'on va faire maintenant sur un socle solide, il faut partir des fondamentaux. On ne peut pas se contenter d'être toujours dans la récrimination, dans ah mon Dieu, ah vous avez vu, ah ben c'est pas bien, etc. Parce que si on fait ça, on n'avance pas, on se flagelle, on se bat la coulpe et on bouge pas d'un millimètre. Le fondement de tout, c'est que encore aujourd'hui, demain ce sera peut-être différent, mais aujourd'hui la France est un État-nation. Un État-nation, c'est une forme politique dans laquelle il y a des gens qui gouvernent. C'est même à eux que l'on délègue le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire à qui on donne le droit légalement de nous défendre. Ce qu'est l'État-nation, Raymond Aron l'a défini une bonne fois pour toutes dans les années 1990. Il a dit, le boulot des gens qui gouvernent un État-nation, il est simple, c'est de faire en sorte que l'État qu'ils dirigent soit respecté à l'extérieur et en paix à l'intérieur. Les gens qui nous gouvernent ont un boulot et un seul. Moins important pour eux, c'est de fixer les salaires de nuit des infirmières ou le jour d'ouverture des soldes, mais l'important, c'est respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Manifestement, l'équipe de M. Macron, quel qu'il soit, quels que soient ses ministres, et depuis 7 ans qu'on subit M. Macron, aucune de ces équipes n'est capable de faire ça. Devant les problèmes de sécurité, ils sont paralysés, ils sont tétanisés, ils sont comme des lapins dans les phares. Je vais vous donner un chiffre qui va vous faire comprendre l'ampleur du désastre, parce qu'on peut parler de désastre. Imaginez-vous qu'avec 1000 peines, on a retrouvé les vrais chiffres enterrés sous des tonnes de tableaux Excel que le service des statistiques du ministère de l'Intérieur doit obligatoirement envoyer à Bruxelles, à Eurostat. Alors, on a la dernière année, c'est 2023, parce qu'il faut du temps pour qu'il mouline au niveau des 27, 26 pays de l'Union européenne. Nous avons donc l'augmentation des homicides et des tentatives d'homicide. Une tentative d'homicide, c'est un assassinat raté, si vous voulez. Le type ou la dame est blessée au lieu d'être mort, mais c'est quand Ouais. même une tentative d'homicide. Donc nous avons les chiffres officiels des services de statistiques du ministère de l'Intérieur français transmis à Bruxelles, à Eurostat, donc vérifiés, avérés et contrôlés, de 2018 à 2023, c'est-à-dire sous 6 ans entiers de Macron. Et il arrive à la moitié de l'année 2017, donc on lui fait grâce de 2017, et on va jusqu'à la fin 2023, qui sont les derniers chiffres transmis à l'Union européenne. Homicide et tentative, plus 54%. C'est inouï. Une telle explosion est inouïe depuis que les statistiques criminelles existent en France, c'est-à-dire en gros depuis la Troisième République. Hmm. Voilà, on a affaire à des gens qui ne sont pas capables de le faire. Nous avons un président de la République dont l'imaginaire se situe quelque part entre Wall Street et la City de Londres. Lui, il est à l'aise avec des banquiers. Pour lui, les problèmes de sécurité, c'est quelque chose qui sent quand même un peu le Néandertal, quoi. C'est des vieilles histoires du vieux monde, et ils sont infichus, pour parler poliment, d'assurer la sécurité. On l'a vu autour du Stade de France quand M. Darmanin
Monsieur Darmanin, qui ment beaucoup mieux qu'il ne gouverne, a essayé d'assurer la sécurité lors déjà d'une Coupe d'Europe. On l'a vu il y a 15 jours, on l'a revu le week-end passé. Ils en sont incapables. Voilà la triste réalité. Et ils en sont incapables partout en France. Vous avez vu que même dans des endroits invraisemblables, imaginez-vous qu'à Niort, il y a encore 10 ans, quand un habitant de Niort se retournait à un ongle, c'était le grand titre du bulletin local. Aujourd'hui, il y a des gens poignardés. Mmh. Cette Voilà. Donc, cette la victoire réalité de base, c'est celle-là. Cette victoire, sportive, la façon dont ça a été célébré dans les rues, de nos métropoles en France, Xavier Hofer, c'était pas une première, vous l'avez dit. Gérald Darmanin, il a déjà assisté à ce genre d'événement, il a déjà assisté à des émeutes sportives, il le savait. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, il savait que ça allait dégénérer parce qu'ils avaient déjà des exemples concrets de ce qu'il pouvait se dérouler sous les yeux. Le passé avait déjà démontré la façon dont ça se déroulait et pourtant, alors que tout était prévisible, ils n'ont rien fait. Ça n'est pas qu'ils n'ont rien fait, c'est que l'édifice entier de la sécurité en France est entièrement déglingué. Premièrement, Monsieur Retailleau, c'est un brave homme, on l'aime bien, il dit des choses intéressantes, mais il n'a pas le contrôle de son ministère. Il ne sait pas ce qui s'y passe. Monsieur Retailleau, 3 fois ces mois derniers, a dit, vous comprenez, c'est pas normal, il y a 600 cambriolages par jour en France. Si son cabinet lui avait dit la vérité, car cette vérité-là, les statistiques du ministère de l'Intérieur les savent, il aurait su qu'il y a 1300 cambriolages en France par jour, 50 par heure et non pas 600. Donc, M. Retailleau ne sait pas ce qui se passe, on lui dit n'importe quoi. Alors lui, peut-être qu'il dit ces choses-là sincèrement, simplement parce qu'on lui a pas dit la vérité. En tout cas, M. Darmanin, lui, ment sciemment. Vous vous rendez compte que l'autre jour, il nous a raconté qu'on allait réinventer le bagne quelque part à Mmh. Cayenne ou Dieu sait trop où, sur le continent latino-américain, alors qu'il sait naturellement que c'est impossible. Et il le sait d'autant plus que dans un second temps, quand il a été obligé de faire marche arrière, il a dit doucement les basses, oui, on va peut-être faire quelque chose, mais le permis de construire du fameux camp n'est pas encore signé. Vous voyez? Alors, la grande page, hélas, du journal du dimanche en disant on va remettre le bagne, etc., vous allez voir l'ordre républicain restauré sans faiblesse. Et après ça, on fait demi-tour en disant oui, ben, le permis n'est pas encore signé, on verra quand on l'aura. La promesse de faire une prison un peu sérieuse en Guyane date du début du premier quinquennat de M. Macron. Elle date de 2017. Depuis, ils n'ont rien fichu. Mmh. Alors effectivement, Xavier Hofer, j'aimerais revenir sur, certains chiffres qui étaient, quand même assez édifiants, notamment sur l'effectif de police qui était mobilisé pour donc cette victoire du Paris Saint-Germain. Donc 5 400 policiers et gendarmes mobilisés, donc notamment à Paris. 22 policiers et gendarmes, dont un en coma artificiel, donc qui ont été, touchés et blessés, et 7 pompiers également qui ont été touchés. Donc vous dites que le système sécuritaire est entièrement, déglingué. En fait, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, finalement, malgré des gros effectifs de police, les racailles, ne sévissent pas. Ils n'ont plus peur finalement de cet effectif de police, puisqu'on voit que en fonction, enfin, plus les années passent, plus l'effectif de police est grand, mais pour autant, le chaos est toujours plus grand. Enfin, on dit que la police est le dernier barrage républicain. Aujourd'hui, finalement, bah, y en a plus, quoi, puisque les racailles persévèrent. Depuis des années, depuis même le début du règne et du quinquennat de M. Hollande, la police est complètement minée de l'intérieur. Premièrement, on recrute les policiers sur des critères toujours plus bas. On recrute des policiers maintenant à des petits concours d'entrée dans lesquels on peut entrer avec 4 sur 10. Deuxièmement, les policiers en question, on n'en fait pas des policiers, on en fait des assistantes sociales. On passe le temps à leur faire subir des stages et des formations sur le traitement qu'il faut accorder à certaines minorités sexuelles et ils ne savent pas maintenir l'ordre. Troisièmement, ils ont des armes, mais si jamais ils portent la main à la crosse de leur pistolet, c'est tout de suite l'inspection générale qui leur tombe dessus et ils ont les ennuis les plus épouvantables. Donc vous avez affaire à une force de police qui est mal payée, qui est maltraitée, qui est considérée comme de la valetaille par un corps des commissaires dont on a fait de manière absurde un deuxième corps des préfets, à savoir, alors je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai préparé des étudiants pendant 20 ans de ma vie au concours des commissaires de police. On en a fait un concours tellement absurdement difficile qu'on a maintenant une petite caste de commissaires
qui se prennent pour des sortes de préfets. Et alors, à l'intérieur de l'appareil d'État, vous avez des querelles, des chicayas toujours plus graves entre ça c'est pour le préfet, ça c'est pour le commissaire, et ces gens-là ont complètement perdu le contact avec le terrain. Donc, à la base, vous avez une troupe qui est laissée à elle-même, qui est mal formée, mal encadrée, qui n'a pas de séance de tir avec des armes dont d'ailleurs ils n'ont pas le droit de se servir, qui sont payés de manière absurde. Toujours plus, les fonctions essentielles du ministère de l'Intérieur sont accomplies par des gens de l'extérieur du ministère. Le ministère de l'Intérieur ne dispose plus, par exemple, de ses propres stations d'essence pour ses propres camions. Et donc, c'est une force qui, en apparence, a l'air solide, mais qui, en fait, est totalement déglinguée. Voilà ce qui se passe. Alors, naturellement, on peut en mettre 5 000 ou 10 000. S'ils sont mal formés, s'ils sont pas très efficaces, eh bien, il ne faut pas s'étonner du résultat. En plus de ça, s'ils mettent un coup de poing à un des voyous qui viennent en se moquant, mais absolument totalement, de tout ce qu'il peut y avoir de sportif dans l'événement, qui viennent pour piller les boutiques et qui viennent piller les magasins de luxe sur les Champs-Élysées, s'il y en a un qui prend un coup de poing, immédiatement, vous allez avoir LFI, la Ligue des droits de l'homme, etc., qui va leur tomber dessus. Donc la force de police de base, elle est démoralisée et à part quelques petites unités de CNRS qu'on envoie se promener d'ici et là en France en fonction des émeutes, il n'y a plus grand-chose qui tienne le choc, vous savez. Mm. J'ai des plaintes, j'entends des policiers, ce que je vous dis, j'entends des plaintes toutes les semaines. Et il y a un problème assez général, en fait, Xavier Hofer, si on vous comprend bien, il y a un problème sur le terrain avec la façon dont les forces de l'ordre peuvent agir. Il y a un problème au niveau de la justice, parce qu'on sait que par ailleurs, ces racailles, si jamais elles sont interpellées, n'iront probablement pas en prison, feront peut-être un peu de garde à vue, mais seront relâchées de toute façon. Il y a un problème au niveau politique et médiatique avec une omerta qui pèse. On pourrait en dire quelques mots avec ces journaux qui expliquent que voilà, on a eu des scènes de liesse, que tout le monde est content. Bon, il y a eu quelques heures, mais finalement, ce qu'on retient, c'est quand même la joie du moment. On a ces hommes politiques, on se rappelle à l'époque Gérald Darmanin qui avait expliqué, donc dans à peu près le même cas de figure, avec une ampleur moindre, cela dit, qu'en fait, c'était les supporters anglais qui se tenaient mal. On va peut-être pouvoir aussi nommer les responsables à un moment donné, mais voilà, commençons par cette omerta qui pèse aujourd'hui sur le sujet. Alors, elle est simple et elle est inquiétante. Euh, Quand un pouvoir politique en vient à mentir à ses propres fonctionnaires, quand je donne des fois à des commissaires ou à des officiers de gendarmerie les chiffres venus du ministère de l'Intérieur eux-mêmes, mais qu'on cache, y compris à ses personnels, on est dans l'Union soviétique de 1985. C'est-à-dire que le fait de mentir à ses propres troupes, de mentir à son public, de balayer la poussière sous le tapis systématiquement, de dire systématiquement circuler, il n'y a rien à voir, il ne se passe rien, c'est naturellement le début de l'écroulement. Ça ne peut pas durer longtemps. Il arrive un moment où, je prends un exemple. À l'heure actuelle, non seulement les cités hors contrôle, on parle d'abord de celles du nord de Marseille, mais il y en a partout maintenant en Ah France. oui. Le jour où les cités en question, dans une de ces cités qui grouille d'armes sur un seul petit gang de cité, on a trouvé récemment 4 ou 5 armes automatiques de guerre de la dernière génération. Et écoutez bien, ce ne sont plus des vieilles Kalachnikov maintenant qui viennent du fin fond de la Libye ou des Balkans, etc. On trouve par terre, après des rafales, des balles de calibre OTAN, c'est-à-dire de calibre 5,56, c'est-à-dire des armes qui ont été exportées par une armée ukrainienne qui perd pied et qui sont maintenant revendues en douce, y compris en Europe. Donc vous avez ces armes-là qui sont avec des cadences de tir beaucoup plus précises et beaucoup plus rapides que celles des vieilles Kalash. Un jour, un camion de police traverse une des cités en question, il se prend une rafale d'une de ces armes de calibre 5,56 et il y a 3 policiers morts à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? On continuera à dire qu'il ne se passe rien? Mm. À un moment donné, il va y avoir une explosion. C'est-à-dire que nous sommes à l'heure actuelle dans l'espèce de moment où, vous savez, la reine Marie-Antoinette, avant d'être décapitée, dit un petit moment encore, monsieur le bourreau. On en est là. On essaye de cacher la réalité aux gens de l'explosion criminelle qu'il y a à l'heure actuelle.
Je vous le rappelle, homicides et tentatives de 2018 à 2023, rien que des années Macron, plus 54%. Plus 54%. Donc, voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Et à un moment ou à un autre, vous savez, le président Lincoln disait on peut mentir à tout le peuple un moment, on peut mentir à une partie du peuple tout le temps, on ne peut pas mentir à tout le peuple tout le temps. Il arrivera un moment donné où la vérité va éclater au grand jour. Et justement, quel Ça qui se sera passe. ce moment donné, Xavier Hofer? On a un peu l'impression qu'en fait, les médias, le jour où ils diront la vérité, il faudrait limite qu'il y ait une guerre civile. Enfin, j'ai envie de dire, ils sont tout le temps en train de tout minimiser. Quel sera le point, le point, comment dire, le point Point de culminant, rupture. ouais, le point Alors, de rupture pour qu'ils disent enfin la vérité. plus ça va, plus les médias asservis, c'est-à-dire ceux qui en réalité font la propagande du ministère de l'Intérieur, vous savez, la différence entre une presse libre et une presse asservie, c'est que la presse libre s'exprime avec les mots qu'elle a choisis, avec les termes qu'elle a décidé d'employer, tandis que la presse asservie, elle utilise les mots qu'on lui dicte. Voilà, c'est-à-dire que quand vous retrouvez 50 fois le même mot dans 50 journaux différents, c'est qu'en réalité, les 50 journaux en question forment une espèce de pravda collective, de bulletin officiel, et reprend en réalité, comme on dit, les éléments de langage fournis par le groupe gauchiste qu'on appelle par gentillesse l'agence France Presse. Voilà, donc c'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Mais naturellement, les gens ont des yeux pour voir. Vous avez vu qu'à l'heure actuelle, année après année, la confiance accordée aux médias officiels baisse. On en est à l'heure actuelle à 25%. Ouais. Il y a 75% des gens qui ne font plus confiance aux médias officiels pour s'informer. On n'est pas dans l'URSS de Staline où il y avait un journal et point barre, tout le monde était obligé de le lire. Maintenant, on peut s'informer par des centaines de sources d'informations. J'ai deux enfants, une fille de 28 ans et un fils de 33. Je les ai jamais vus lire un journal de leur vie du style Le Monde, Le Figaro, etc. Ils savent très bien ce qui se passe dans le monde et ils n'en ont plus besoin. Voilà, donc les sources alternatives existent et les sources en question, elles sont à la disposition de qui veut bien les entendre. Donc quand on en a marre de se faire raconter des bobards, quand on en a marre d'entendre Monsieur Darmanin dire qu'il va rouvrir le bagne de Cayenne, voilà, et donc, alors, pourquoi les médias se laissent-ils, j'ai vu ça, j'ai été le témoin de ça, pourquoi les médias se laissent-ils asservir comme ça? Parce que les hommes politiques ont un talent, Monsieur Darmanin a ce talent-là, c'est qu'il fait venir des journalistes un peu naïfs et il leur dit votre carrière est faite, jeune homme, je vais m'occuper de vous, vous allez voir, dans peu de temps, vous serez à des postes prestigieux. Alors vous avez des petits niais comme ça qui se laissent avoir et qui après ça font la propagande de Monsieur Darmanin. Je vais vous dire ce qui va leur arriver aux petits niais en question, parce que M. Darmanin n'est qu'un sous-Sarkozy. Donc il va arriver à ces gens-là ce qui est arrivé à ceux qui ont cru en M. Sarkozy. M. Sarkozy, comme toute la droite orléaniste depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, il va se passer la chose suivante, c'est que M. Sarkozy a fait campagne avec Patrick Buisson et avec c'était promis, hein, un ministère de l'identité nationale. Et après ça, une fois qu'il a été élu, il est gouverné avec comme on dit, des jeunes femmes issues de la diversité qui étaient à la limite gauchistes. Donc ceux qui croient en M. Darmanin aujourd'hui, ils vont se faire berner et à la fin, M. Darmanin gouvernera avec Sandrine Rousseau ou Panot ou Dieu sait trop qui. Voilà ce qui va leur arriver. Mais comme ils sont bêtes, ils ne s'en rendent pas compte. Xavier Hofer, on continue jusqu'à 8h. J'annonce quand même la suite du programme aux auditeurs. On discutera de ces présidentielles polonaises avec une victoire pour la droite conservatrice. Un peu de bonnes nouvelles dans ce monde un peu compliqué. On continue avec vous donc ça, ce sera à 8h. Hein. On continue avec vous, Xavier Hofer. S'il y a cette omerta qui pèse, notamment dans la presse, dans les médias, on comprend qu'il y a un jeu de pouvoir, notamment avec Darmanin qui s'adresse à ces journalistes et qui leur explique qu'il a leur carrière en main. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une gêne à identifier les profils de ces fauteurs de troubles, de ceux qui commettent ces carnages dans nos villes? Parce qu'en réalité, il faut, je pense, oser poser la question, combien sont issus de l'immigration? Combien sont le fruit de cette immigration? On le sait, la plupart viennent de ces cités où la densité de population donc issue de l'immigration est particulièrement élevée. Et aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas bon d'enfin poser des statistiques sur ce genre de profil? Mais attendez, tout le monde le sait.
Oui, Les mais Français personne ne le ne sont dit. pas idiots. Personne ne le dit. Mais non, mais c'est pas important ça. L'important, c'est que les gens aient conscience de ce qui se passe. Vous avez, dans un pays moderne comme est la France, vous avez trois formes de criminalité. Vous avez d'abord ce qu'on appelle la criminalité en col blanc. C'est les notaires, les Mm. banquiers, etc., qui vont piquer l'argent et puis partir avec le fric de leur public aux Seychelles. Voilà, ça c'est une forme de criminalité. Deuxième forme de criminalité grave, les atteintes à l'environnement, les gens qui versent des effluents empoisonnés dans la rivière. Alors, les poissons crèvent, l'herbe autour absorbe les effluents, les vaches, le lait, et puis après ça, dans les endroits où ça se passe, les gens meurent de cancer beaucoup plus souvent. Et troisièmement, ce qu'on appelle la délinquance et la criminalité de voie publique. Et cette délinquance et criminalité de voie publique, elle est de 80 à 90% le fait d'éléments halogènes, c'est-à-dire qui ne font pas partie de la population d'origine. Ça, c'est clair, net et précis. Mais tout le monde le sait. Dans toutes les 3 ou 4 années qui précédaient les Jeux Olympiques, on a émietté les arrivées de clandestins, on les a dispersés dans les villes moyennes et Mm. même dans les petites villes. Maintenant, dans les derniers villages au fin fond de la Creuse et du Cantal, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Donc, ça n'est pas la peine de penser que parce qu'on n'en parle pas dans le monde et parce que le monde, encore récemment, a fait une page entière désopilante sur le fait que l'immigration n'avait rien à voir avec la criminalité et que tout ça, c'était des fantasmes issus des sectateurs des heures les plus sombres de notre histoire. Donc, voilà, vous avez ce genre de choses et tout le monde fait comme s'il le croyait. Mm. Mais cet édifice-là est extrêmement fragile, c'est-à-dire que ça ne tient pas à la première secousse. Le jour où il y a une secousse importante, tout s'écroule. Et après ça, vous allez avoir, je peux vous dire déjà quelle sera la prochaine étape, alors que ce soit les jeunes niais de journalistes soi-disant de droite ou que ce soit ceux de gauche, etc., ils vont nous faire valoir quelque chose qui était connu par l'Église dans les siècles passés et qui s'appelle la morale de l'intention. Oui, c'est ce que j'ai fait, c'est pas beau, mais mes intentions étaient pures, vous Mm. comprenez? Je voulais bien de l'humanité, je voulais sauver les pauvres petits enfants venus du tiers-monde, etc. Donc le prochain coup, c'est la morale de l'intention. Mais ça, c'est quand la baraque leur sera tombée sur la tête. Ça vient, on sait quand ça vient. On sait, la France est un pays qui est long, qui a une histoire, et donc les révoltes ne viennent jamais au pire moment, elles viennent un peu après, quand les choses commencent à s'arranger, quand les choses commencent un peu à s'arranger, alors brutalement, la population ne supporte plus ce qu'elle subit. C'est un classique, ça s'est produit pendant des siècles. En dehors de la périphérie des grandes métropoles, la population française est toujours à peu près la même. Et attention au moment où les choses commenceront à aller un petit peu mieux. Oui, mais manifestement, Xavier Hofer, les choses n'iront pas mieux demain. Donc, je pense que, enfin, pour qu'il y ait un véritable point de rupture, comme on a dit, il faut qu'il y ait une réelle fracture finalement entre ce peuple halogène, comme vous le dites, et le peuple de souche, pour que vraiment, bah, il y ait, enfin, qu'il y ait de vrais, de vrais entre guillemets, enfin, une vraie prise de conscience collective, quoi, et pas simplement quelques journaux qui titrent qu'il y a effectivement un petit problème. Euh, les, les, Au niveau d'un peuple entier et au niveau de l'histoire, les prises de conscience ne se décrètent pas, elles adviennent. À un moment donné, euh, ça faisait peut-être depuis 20 ans que la population des pays de l'Est commençait à en avoir marre de l'emprise de l'Union soviétique et de l'emprise chez eux de partis qui en fait ne représentaient que la force armée et la brutalité, c'est-à-dire le Parti communiste tchèque, le Parti communiste polonais et consorts. Tout ça a évolué en silence. Tout ça s'est passé sans que personne ne le voie à la surface. Un grand philosophe du XXe siècle que ceux qui le dénigrent feraient mieux de lire, Martin Heidegger a dit: l'arbre pousse par les branches, mais pousse aussi par les racines. Les choses poussent aussi par les racines. Et s'agissant des pays de l'Est, un beau jour, un pape originaire d'un de ces pays s'est rendu dans son pays d'origine. Il a prononcé une simple phrase. Il a dit: n'ayez pas peur. Et l'énorme Union soviétique et l'énorme bloc de l'Est s'est effondré sur lui-même dans les 6 mois qui ont suivi. On ne décrète pas ce genre de choses. Il aurait dit ça 3 ans avant, si ça se trouve, ça n'aurait eu aucun effet.
Donc, à un moment ou à un autre, il va y avoir une prise de conscience. Regardez, la prise de conscience, elle est en train de se produire sous nos yeux, de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne. Regardez ce qui se passe. Mmh. Voilà. Le parti conservateur n'est plus que l'ombre de lui-même. Le parti socialiste, social-démocrate, le Labour Party, est en train de s'effondrer. Regardez qui gagne toutes les élections de mi-mandat, regardez où ça se passe, regardez qui est en tête de tous les sondages. La révolte, c'est pas seulement des gens qui sont dans la rue avec des pistolets ou des fusils, c'est plutôt la mode 19e siècle. Ça peut être une révolte citoyenne et ça peut être le fait de se dire on va tous les virer et on va les remplacer par des gens qui, au moins, ne nous mentent pas depuis 20 ou 30 ans. Xavier Roffer, concernant les solutions qu'on pourrait mettre en place pour permettre que les prochaines victoires sportives se déroulent bien, en fait, comme ça a été le cas pendant des années. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le piège dans tout ça, c'est cette sursécurité qu'on va nous vendre. On va nous dire, on va mettre des caméras à toutes les rues, on va encore Mmh. doubler les effectifs de police, on va multiplier les contrôles. En réalité, il y a un intellectuel que j'apprécie qui explique qu'on ne veut pas sécuriser l'enfer. Est-ce que c'est pas finalement ce qu'on va devoir se résoudre à faire? Non, euh, le jour où nous avons un chef de l'État efficace, c'est-à-dire qui est décidé à reprendre des choses en main, il suffit qu'il convoque dans son bureau son ministre de la Justice, son ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le patron de la pénitentiaire et moins de 10 personnes dans son bureau et qu'il leur ordonne cette chose absolument révolutionnaire, application du code pénal tel qu'il est aujourd'hui. Il y a combien de bandes de trafiquants de drogue dans les cités en France? Il y en a des centaines qui entrent dans la définition du crime organisé. Le trafic de stupéfiants sous la forme crime organisé, c'est plus de 3 personnes, durabilité dans le temps, partage des responsabilités, partage du butin. Il y a combien de bandes en France qui entrent dans le cadre de cette définition? À coup sûr des centaines, peut-être un ou deux milliers. Eh bien, quand les gens en question sont attrapés avec de la drogue, que prévoit le code pénal aujourd'hui? Il prévoit perpétuité et il prévoit 7 500 000 euros d'amende. Y a-t-il une fois au cours des 20 dernières années un seul de ces gangs qui ait subi même le 10e de cette peine? Les gens qui sont pris avec de la drogue aujourd'hui sortent avec des peines, vous savez, fictives, c'est-à-dire qu'on dit vous avez pris 1 an de prison ferme et il n'y a pas d'ordre de dépôt, c'est-à-dire que le type il sort les mains dans les poches parce qu'il n'y a pas d'envoi en prison immédiat. Il faut signer un papier pour que le type qui est condamné au tribunal soit envoyé en prison. Et donc, quand ça n'est pas le cas, il ressort les mains dans les poches. Vous savez, les criminologues, ils ont une certaine, ils jouissent d'une certaine bienveillance de la part des voyous. Mmh. Et donc, le nombre de fois où j'ai été arrêté dans la rue en disant Hé, Renfer, c'est toi, on t'a vu à la télé, c'est bien ce que tu fais parce que ça les intéresse. Si j'étais prof en physique nucléaire, naturellement, je ne les intéresserais pas du tout, mais là, ça leur plaît beaucoup, criminologues. Ils me demandent si j'ai vu des mafieux, etc. Donc, ça se passe bien avec eux. Et il y en a qui me disent, il y a mon cousin, là, il était au tribunal et puis il est ressorti les mains dans les poches. Mais même eux ne trouvent pas ça normal. Mmh. Même les mammifères ont une idée de la justice. Quand votre chat a piqué le saucisson et que vous lui dites viens ici pour voir, il a la queue entre les jambes, il n'est pas fier, il sait qu'il va lui arriver quelque chose. Eh bien, même les racailles sont dans cette disposition d'esprit-là. Ils trouvent absolument anormal, d'autant plus que les individus en question ont généralement une mère patrie, et quand ils retournent par hypothèse de l'autre côté de la Méditerranée, c'est pas le même jeu, quoi. S'ils commettent l'erreur d'en faire le centième, ils se retrouvent dans une baraque Algeco en plein Sahara et ils comprennent leur douleur. Mmh. Donc en France, ils ne trouvent pas ça normal. Donc, rétablissement de l'autorité de l'État, c'est l'application du code pénal tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y a rien à y changer. Les émeutes, article 227-17 du code pénal, tout adulte ayant la responsabilité d'un enfant mineur, c'est-à-dire père adoptif ou tuteur, et qui met ce mineur en état de danger physique ou moral,
danger moral, c'est le fait d'être dans la rue à 3 heures du matin, acheter des cocktails Molotov sur la police, par exemple. 3 ans de prison, 20 000 euros d'amende. Mm. Qui a jamais été une fois condamné à ça en France? C'est pas la peine de faire des grandes lois. Il faut commencer à appliquer le code pénal. Si jamais, au bout de 3 ans, on voit que l'application du code pénal a besoin d'un petit ajustement à droite ou à gauche, Ouais. mais je suis persuadé qu'à 90%, ça serait efficace. Il faut appliquer le code pénal que tout le monde peut acheter dans une librairie chez Dalloz, vous regarderez. En réalité, c'est très sévère, hein. En, Mais en 10 euh, secondes, Xavier Hofer. voilà, c'est très sévère, mais on n'applique pas. Bah oui, et Donc, on espère appliquons qu'un le jour code pénal. on espère qu'un jour on va appliquer ce code pénal. Et puis effectivement, comme tout le monde peut l'acheter, ce serait chouette qu'on se mette tous à acheter un code pénal et qu'on écrive à nos députés en leur demandant, bah voilà, il s'est passé ça dans ma ville, il s'est passé ça dans mon département, je demande l'application du code pénal. Je lance l'idée, mais pourquoi pas. Merci, L'application de l'article temps, et c'est ligne temps, ça, et voilà, vous allez voir, cité. à part respirer, on n'a pas le droit à grand-chose, vous savez. Oui, et de moins en moins. Merci Xavier Hofer d'avoir été avec nous pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes criminologue, directeur de collection au CNRS, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la criminalité, au terrorisme. Malheureusement ou heureusement, on sait qu'on aura bientôt d'autres sujets à vous soumettre dans les semaines et mois à venir. Donc à très bientôt.